Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Pour créer une entreprise à l'époque, il fallait déposer 50 000 francs. Ouais. C'était important. Voilà. Ouais. Il fallait poser ça sur un compte en banque. Une ESA, c'était alors C'était une SARL. Une SARL, ouais. Et pour déposer cet argent, il fallait donc un peu de capital. Et en fait, on gagne, avec mon associé de l'époque, on gagne une vingtaine de milliers de francs. Okay. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Avec 20 000 francs à l'époque, on pouvait se payer une bagnole, on pouvait se payer des bonnes vacances, on pouvait faire à peu près, on pouvait se payer des fringues, enfin n'importe. Et nous, on dit non, nous avec ça, on va financer notre entreprise. Donc à côté de ça, on fait les poches de toute la famille. Les copains, ce qu'aujourd'hui on appelle le love money, et on réunit nos fameux 50 000 euros, nos 50 000 francs de l'époque. Et eux, tu leur empruntes ou tu leur donnes des parts Alors, non, on leur donne des parts. Okay. On leur donne des parts, parce qu'on est vachement sérieux. Ouais. On dit, vous avez des parts, mais l'histoire n'est pas finie, on donne des parts. Et là, c'est là que ça commence, parce que deux gamins de 25 ans qui vont dans une banque à l'époque pour déposer de l'argent et créer une boîte, eh bien, c'est refusé par les banques qui ne nous font pas confiance. Ils disent non, mais on veut pas de votre argent. Pourquoi ils voulaient pas de votre argent ? Parce qu'à l'époque, il fallait 3 mois pour enregistrer au greffe du tribunal de commerce une entreprise. 3 mois. Mais tu sais que moi j'ai créé ma première boîte 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, en 2005. C'était pas loin d'être aussi archaïque. Hein. Il y avait plus les 7 500 euros, enfin les 50 000. Mais honnêtement, j'ai eu des banques qui me refusaient, etc. Et honnêtement... Enfin, tu te dis, là, il y a même pas 20 ans, tu vois. Ouais, donc ça a changé. Pardon, j'en prie. Non, mais je sais pas ça. Je voulais juste dire que c'était une raison technique. C'est-à-dire qu'en fait, comme il fallait 3 mois, il fallait que pendant 3 mois, la banque accepte l'idée qu'elle allait te faire un découvert pour que ta boîte tourne sur la base de 50 000 francs. Et si jamais ta boîte n'était pas acceptée par le tribunal de commerce, ce qui arrivait régulièrement, eh ben, la banque se retrouvait avec un découvert et toi, tu pouvais récupérer ton argent et te sauver. Donc, il fallait faire confiance à la fois à ce que la boîte allait faire et aux gens, aux interlocuteurs. Et en 82, on fait 17 banques, avant qu'il y en ait une, qui est la Banque Populaire en l'occurrence, qui accepte de dire « Ok, on croit en vous, on va y aller, on y va ». Et on peut enfin avoir accès à un carnet de chèques pour pouvoir payer le loyer du premier local, qui est une vieille chemiserie qu'on repeint nous-mêmes. Enfin là, c'est vraiment, ça commence, c'est pas dans un garage, mais pas loin. Et c'est marrant parce que les gens nous disaient « Mais c'est quoi un jeu vidéo ?» Les banquiers nous disaient, c'est quoi un jeu vidéo ? Et surtout qu'on attaquait quand même, modeste comme nous étions à 25 ans, nous on veut devenir les leaders mondiaux du jeu vidéo. Bien sûr. Évidemment. Et on habite où ? On habite à Villeurbanne et on va... Ce que tu as réussi à faire ? Vous avez été leader mondial ? On a été numéro 2. Numéro 2. Pas mal. Pas mal. Donc, on s'est pas mal débrouillé. Mais bon, ça, c'était 30 ans après, enfin, ou 25 ans après. Deuxième objectif que tu as foiré après la pizzeria, le numéro 1, au numéro 2 quand même. Alors, du coup, on monte cette boîte, on est 3, on se dit qu'est-ce qui peut bien se passer et c'était intéressant parce que là, il y avait vraiment un manque. On était vraiment juste dans un slot. Mais c'est la première société de jeux vidéo en France qui a été créée. Et à Paris, il y en avait 2-3 à l'époque. Il s'appelait Loriciel. On est contemporains, tu vois, des boîtes qui ont toutes disparu. Et puis assez vite, il y a eu Ubisoft, qui est toujours là. Ouais, très belle boîte. Qui est toujours là. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'effervescence dans notre milieu de l'époque. Un peu, on revient à cette sorte de métavers, un peu comme aujourd'hui, il y a de l'effervescence dans le métavers, comme tu as dû en connaître dans le digital à un moment donné, espèce d'effervescence où tout le monde montait sa boîte et essayait d'exister dans un marché qui était surtout en demande. Et l'offre, finalement, était moins importante que la demande, parce qu'il y avait une appétence forte. Tout ça, c'est structuré toujours quand le même. cas. Enfin, alors peut-être pas mais dans le digital au sens large et dans tout ce qui touche. Alors, il va y avoir des changements parce que la machine et l'IA va être capable de faire beaucoup de choses que des humains font maintenant. Mais la pression de la demande est toujours très 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 importante, c'est vrai. Bien sûr. Mais là, ce qui se passe après, c'est que tu commences à avoir des jeux qui ont un coût. Alors à l'époque, on faisait un jeu en 3 jours. On décidait de faire un jeu, 3 jours après, on pondait le jeu.
aujourd'hui, c'est des mois, voire des années, c'est des équipes de centaines de personnes, c'est des budgets faramineux et donc une rentabilité. Donc, à côté de cette demande, il faut aussi trouver maintenant sa place dans le positionnement long terme. Et je parle même pas des jeux plus récents. Moi, je me suis arrêté en 2007. Hein. Mais maintenant, ça devient vraiment une compétition internationale de plus en plus compliquée. On est passé du bricolage de Méliès qu'on était à Hollywood, hein, et puis maintenant aux superproductions mondiales. Donc, il y a une vraie nuance. Alors, si je saute quelques années, on arrive rapidement à prendre conscience qu'il faut qu'on grossisse, donc on rachète des entreprises. Mais avant ça, tu mets combien de temps à sortir ton premier jeu et il va sur quel... Parce que moi, donc, mon premier ordi était un Amstrad PC 1512. Oui. Donc, il y avait déjà plus, on était sur disquette 5 pouces et demi, c'est ça? 5 pouces un quart? 5 pouces un quart. 5 pouces un quart, donc les floppy disks, et donc, je te dis, je pense que, je sais pas ce que j'ai eu comme jeu infogramme dans les années 80, mais il y avait des jeux pour les jeunes enfants. Il y avait à cette époque, il y avait des Astérix, des Tintins, des Schtroumpfs, des. Donc tu négociais des licences? Oui. Ah oui, bien sûr. Donc assez vite, en fait, c'est comme on était en pleine créativité permanente. On se levait le matin, on disait bon, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui, et on disait tiens, et si on regardait, et si j'avais lu la veille une BD qui est une de mes autres passions, je me disais tiens, et si on approchait les gens de la BD pour leur proposer de faire des jeux vidéo. Mais là c'était pareil, on allait voir ces gens, c'était territoire inconnu, donc ils disaient mais c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Des petits Mickey, non, on fait pas de dessin animé, mais c'est pas un dessin animé. On avait toute une éducation à faire de ces marchés-là. Je me rappelle d'un moment vraiment très émouvant avec Uderzo, quand on vient lui parler d'acheter la licence d'Astérix pour faire un jeu vidéo, et littéralement on l'éduque à ça. On rencontre, c'est ça la magie de ces moments-là, c'est qu'on a rencontré plein de personnes qu'on respectait énormément pour leur talent dans d'autres domaines, parce qu'on les intéressait par le nôtre. Mais quand tu commences avec 50 000 francs, ouais. Ok, vous êtes tous les deux, si je pousse un peu, vous savez faire 3 lignes de code. Ouais. Vous savez. On n'est pas les meilleurs programmeurs du monde. Tu n'as pas de réseau, tu connais pas Uderzo, tu connais pas toutes ces personnes. Comment tu fais pour sortir ton premier jeu vidéo? Comment tu fais pour convaincre ces personnes? Parce que c'est quand même un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, petit à petit, parce que avec 50 000 francs, tu peux sortir un jeu vidéo ou il faut lever de l'argent? Ah non, à l'époque, mais un jeu vidéo à l'époque coûte quelques milliers de francs, point. Pourquoi? Mais bien sûr, parce qu'en fait, d'abord, il y a plein de geeks qui créent des jeux. Donc nous déjà, on est dans nos réseaux de geeks, et on capte ces gens. On dit, vous savez, votre jeu là, il mériterait en l'améliorant un petit peu comme un producteur audio qui va c'est comme quand on entend un mec gratter dans la rue une chanson, et on dit celui-là, on va le rentrer en studio et on va voir s'il est capable d'aller au bout. Donc nous on joue les producteurs. Comme mon frère est associé Pierre, qui est à Bordeaux désormais, qui lui est le dev de la bande. Je pense qu'il avait 10 ans, donc peut-être 89. Non, il était 70, peut-être 88, 80, je sais pas, dans ces années-là. Il codait à une dizaine d'années à peine. Je me souviens d'un jeu vaguement, je crois qu'il devait y avoir un albatros ou un truc, c'était des pixels qui volaient, tu pouvais dropper, je sais pas, j'imagine, lâcher je sais pas, une bombe ou un truc, ça. Et puis toi tu prenais un jeu comme ça, tu disais c'est bien, on le prend, je vais le vendre sur des disquettes. Je vais être l'éditeur, et sur des cassettes, les premiers jeux d'Avram, c'est les cassettes, pour les gens qui savent pas ce que c'est que les cassettes. Hein. Oui, non, c'est des bandes magnétiques qui étaient linéaires et sur lesquelles donc on chargeait des programmes informatiques qui étaient donc chargés sur des machines en local. Il n'y avait pas du tout de liaison, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de Bluetooth, tout ça. Et la grande difficulté, c'était d'arriver à avoir cette bande suffisamment solide pour pas qu'elle perde des informations en route, parce que ces cassettes étaient quand même faites pour le son à l'origine et pas du tout pour le digital. Le problème de l'analogique, c'est que ça s'abîme, quoi. Ça s'abîme énormément. Alors sinon il y avait même pire, il y avait des gens qui faisaient des jeux qu'on recopiait
carrément sur les écrans en tapant le code ligne à ligne. Nous, on faisait pas ça. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y avait un magazine qui s'appelait Hebdogiciel, donc ils faisaient toutes les semaines, qui proposait des programmes aux passionnés d'informatique, qui les recopiaient, c'est-à-dire qui tapaient sur leur machine les programmes, et bien évidemment, si on se trompait d'une lettre, ça marchait pas, donc il fallait rechercher le bug. Enfin, et tout ça était une école de formation extraordinaire. Donc premier jeu que tu sors, tu te souviens? Autoroute. C'est l'histoire d'une grenouille qui doit traverser une autoroute.